Devenir parent, c'est compliqué et éduquer ses enfants, c'est encore plus compliqué. Mais du coup, qu'est-ce qui est pire entre devenir des parents militaires qui dressent leurs enfants comme des animaux de compagnie ou alors devenir des parents bisounours qui ne savent pas dire non à leurs enfants et qui sont une fabrique à enfants capricieux? Alors, dans cette vidéo, on sait que c'est compliqué en fait de devenir parent, donc on ne va pas rajouter à la complexité et on ne va pas se poser la question lequel des deux camps il faut choisir. On va essayer de se poser plutôt la question qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre dans chacun des camps pour pouvoir prendre ses propres décisions en tant que parent. Alors, on va commencer par la position numéro A, la philosophie de la discipline cadrée, en tout cas de la discipline. Donc, en général, ça se reconnaît par non, c'est non, on n'est pas copains, 3 règles et ensuite on enchaîne avec les conséquences. Donc, time out. Retrait de privilèges, donc punition en gros, respect, politesse, routine, cohérence entre les adultes, on tient la ligne. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît la philosophie de la discipline. Et souvent cette philosophie-là, la critique qu'on lui fait, c'est que c'est des parents militaires qui dressent leurs enfants ou alors qu'ils sont obsédés par l'obéissance et la punition à tout va. Alors, ceux qui appliquent cette philosophie, en général, c'est motivé par certaines valeurs, mais aussi par certaines peurs. Donc, notamment, la peur qu'il y ait du chaos. La peur que la maison, ça devienne le bordel, ça devienne quelque chose qui ne soit pas gérable et que ce soit un enfant roi qui prenne le pouvoir. Souvent, cette philosophie-là va pointer du doigt l'éducation positive. Ah, mais ces trucs de bobo là, oulala, c'est du laxisme, oulala, ça ne fonctionne pas, c'est nul ces trucs-là. Et il y a aussi la peur de perdre la face en public, d'être jugé comme des mauvais parents. En gros, ouais, socialement, ça va être plus validé si on est quelqu'un de ferme, on est quelqu'un qui est solide, on dit au gamin, tu fais ci, tu fais ça, tu fermes ta bouche, tu arrêtes. Et ça, c'est bien vu, c'est validé socialement. Donc, ça a tendance à avoir pas mal de partisans, cette manière de faire. Et ouais. Ensuite, on a la philosophie de l'autorité chaleureuse, du gentle parenting, de la parentalité positive. Donc, on la reconnaît comment? C'est des gens qui sont dans la bienveillance. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de règles. Il y a quelques non négociables, mais les non négociables sont posés calmement. Donc, on cherche à faire de la co-régulation. Donc, quand l'émotion est haute, il y a du timing, de la validation, de la proximité. Il y a des choix guidés. Est-ce que tu préfères faire A ou alors est-ce que tu préfères faire B? On donne le choix. Il y a des réparations concrètes, c'est-à-dire que quand, en tant qu'adulte, on s'est peut-être mal comporté avec le bébé, on lui demande pardon, on s'excuse. Désolé, papa s'est un peu emporté, il n'aurait pas dû. La prochaine fois, on va essayer de faire comme ci, comme ça. Donc voilà, donc là, les critiques qui sont généralement faites envers cette philosophie, c'est que en gros, les parents sont des bisounours qui négocient avec leurs enfants alors qu'ils n'ont pas à négocier, c'est le parent qui décide de pousser tout. On peut les critiquer en disant que ce sont des parents copains qui ne disent jamais rien, qui ne disent jamais non, qui ne veulent pas s'attirer les foudres de leurs enfants, ils ne veulent pas entendre les enfants pleurer. Du coup, ils passent à tous les caprices des gamins. Et voilà. Alors, il y a certaines valeurs qui poussent à adopter cette philosophie, mais il y a également des peurs profondes, notamment la peur de briser le lien, c'est-à-dire briser la relation parent-enfant. Ou alors réactiver des traumas, c'est-à-dire que le parent a vécu une éducation qui était très difficile, très dure, très stricte, très rigide. Il n'y avait pas de lien parent-enfant avec le grand-parent du coup, et on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Du coup, on peut glisser dangereusement vers une direction où, vas-y, pas de discipline, on n'est pas strict, on est relax. Bon, c'est un risque en tout cas, mais ça s'explique par certaines peurs. Parmi les boucs émissaires, il y a la vieille école, les anciens, les traditions, tout ça, c'est chelou. Si on entend quelqu'un dire « bah ouais, je vais faire comme mes parents m'ont élevé », c'est chelou. Pourquoi tu voudrais faire utiliser les mêmes méthodes ancestrales et comment on dit ça? Enfin bref, les mêmes méthodes qui n'ont pas marché pour toi, pourquoi tu voudrais les récupérer pour les utiliser sur ton enfant? C'est chelou. Ils ont quand même peur d'être perçus pour des laxistes qu'ils ne sont pas nécessairement.
Mais d'un point de vue extérieur, ils peuvent passer pour des laxistes et ça peut faire peur socialement. Ils ont aussi peut-être tendance à confondre la fermeté avec la violence. Donc, la fermeté, c'est pas nécessairement être violent. La fermeté, c'est simplement dire « Ok, c'est ça la règle. Ah ben tiens, tu n'as pas respecté la règle. Bon ben voici les conséquences qui viennent avec cette règle-là. » Mais quand on confond la fermeté avec la violence, en mode punition, punition pour faire mal, pour lui faire comprendre. Il faut qu'il comprenne que c'est pas lui qui décide ici. Ouais, là, ça peut amener à des confusions et puis ça peut amener à éviter à tort certains outils qui peuvent permettre d'éduquer ses enfants sans forcément avoir de la violence. Et du coup, de ce point de vue-là, de cette philosophie-là, l'autorité en soi, c'est vu comme un ennemi. C'est vu comme oppressif. Si on est en train d'être autoritaire, c'est que nécessairement on est oppressif et qu'on risque de blesser l'enfant. Alors, on va voir que dans la philosophie de la discipline, il y a certains mythes. En gros que si tu ne mets pas des sanctions, si tu ne mets pas des punitions, ben tu vas élever un enfant roi, un tyran, un enfant mal élevé, quoi. Donc les sanctions et les punitions sont nécessaires et il faut en mettre à tout va. Il faut les utiliser ouais, comme c'est la solution par défaut, quoi. Il y a le fait que les explications, un parent n'a pas à expliquer quoi que ce soit à ses enfants, il impose une règle et si l'enfant déroge à cette règle-là, bam, il s'en prend une, en tout cas, il va se manger une punition. Mais par contre, il y a quand même des faits solides qui sous-tendent cette philosophie-là, qui défendent cette philosophie-là, c'est que bien paramétrer, le time out, c'est-à-dire le temps va dans ton coin, ça peut réduire des conduites oppositionnelles sans effet négatif durable, apparemment. Et les pratiques aversives, donc les cris, la honte, les coups, sont à éviter. Et qu'il vaut mieux privilégier les conséquences non violentes et les routines claires. Alors ça, ce n'est pas des faits qui sous-tendent la philosophie de la discipline, mais les arguments positifs, en tout cas qu'on peut avoir avec cette philosophie, c'est qu'un cadre prévisible, ben, ça permet de sécuriser. L'enfant sait à quoi s'attendre. Il y a des conséquences brèves, neutres et annoncées. Donc ça permet de canaliser vite les accès de violence. En tout cas, ça permet de canaliser sans violence le fait de mettre un cadre et d'expliquer les conséquences. Ça permet d'avoir une cohérence entre adultes, donc il n'y a pas forcément de renégociation à chaque fois avec l'enfant en fonction du cas de figure. Non, si on sait que, ok, on est des adultes autoritaires, tu es la maman autoritaire, je suis le papa autoritaire, on sait qu'on va dans la même direction, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui soutient la philosophie de la parentalité positive? Alors, des fois, ça peut être défendu de manière maladroite en disant que les sanctions, c'est de la maltraitance. La punition, c'est de la maltraitance, donc on va faire de la parentalité positive. Dire non, ça casse l'attachement parce que si je dis non, le bébé ne sera pas content, l'enfant ne sera pas content, du coup, ça casse le lien de parent à enfant. Du coup, je ne vais pas faire de la discipline autoritaire, je vais faire de la parentalité positive. Ça aussi, c'est pas forcément le raisonnement le plus judicieux. Il y a donc voilà, mais il y a des faits solides qui expliquent le fait qu'on puisse choisir cette position-là. C'est notamment le fait que le style de parentalité avec de la chaleur et des limites cohérentes, ben, ça permet une autonomie. Et c'est associé à moins de troubles externalisés et à de meilleurs résultats scolaires. Donc en gros, l'enfant se sent plus libre d'expérimenter, libre de faire des expériences. Des fois, il va sortir du cadre et il sera confronté à des conséquences, mais au moins, il n'est pas traumatisé, il n'a pas peur tout le temps, il n'est pas dans la peur de recevoir des punitions tout le temps. Donc ça fait un enfant qui est relativement équilibré, épanoui, qui va pouvoir expérimenter dans le monde. Donc, autre chose, c'est que le contrôle psychologique, c'est-à-dire l'humiliation, la culpabilisation et la menace du lien parental, ben, c'est lié à des pires issues. En fait, on fait pire que mieux et il faut distinguer
tout ça du contrôle comportemental. C'est-à-dire que chercher à contrôler le comportement de ses enfants, c'est différent de l'humilier ou de le culpabiliser. Et il faut bien garder les deux séparés. Et l'autre fait qui favorise cette philosophie, c'est que la co-régulation, la réparation et puis les conséquences naturelles, non aversives, ça réduit l'escalade. Ça empêche que la tension monte pour rien, entre guillemets, parce que les décisions sont expliquées, les conséquences sont expliquées. Du coup, même si l'enfant n'apprécie pas, au moins, il sait que, ok, je suis puni, mais maman m'aime, papa m'aime, et ils m'ont expliqué, bon, la prochaine fois, j'essaierai de mieux faire. Ça empêche d'avoir de la confrontation directe et de jouer à ce qui est le plus autoritaire et de jouer à il faut que je montre que c'est pas lui qui décide, c'est moi qui décide ici, donc j'impose mon autorité. Ça peut vite monter à de l'escalade, quoi. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux philosophies, si on n'a pas envie de choisir un camp et qu'on veut chercher à s'adapter en fonction de la situation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la position de la discipline peut avoir du sens dans les situations suivantes. Quand on cherche de la sécurité immédiate, donc si il faut faire attention avant de traverser la route ou alors l'enfant a un objet dangereux dans les mains, il s'apprête à faire quelque chose qui est dangereux. Ok, là, ça fait sens. Si on a déjà répété plusieurs fois, mais que le gamin il continue à avoir le comportement qui est inadéquat, ok, là, on va faire de la discipline. S'il y a un cadre collectif, c'est-à-dire qu'on est à l'école, on est dans un espace public, dans les transports, dans les magasins, là, on va essayer de mettre des règles qui sont applicables vite, sans débat. On ne va pas discuter très longtemps. S'il y a un conflit entre les différents enfants, ok, on doit arbitrer en tant que parent, on va faire de la discipline straight to the point. Si on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est-à-dire qu'il faut partir rapidement ou alors il faut aller dormir rapidement ou alors le temps d'écran est terminé, ok, on va mettre des règles très simples et on va les appliquer de manière autoritaire. Par contre, là où la parentalité positive a sa place, c'est quand il y a des fortes émotions et que l'enfant s'effondre. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore appris à se réguler, à réguler ses émotions de lui-même. Il n'a pas encore cette compétence-là. Du coup, on va être gentle, on va faire de la parentalité positive pour justement l'accompagner dans la régulation de ses émotions. Et ensuite, une fois que l'émotion est redescendue, là, on va pouvoir revenir au cadre, aux règles et de comment les appliquer et des conséquences si jamais ces règles ne sont pas appliquées. La parentalité positive, ça a sa place quand on cherche à installer ou à solidifier des routines. Donc, plutôt que d'être dans l'opposition qui peut engendrer de la confrontation, on va chercher à mettre des règles qui sont non négociables, des repères et proposer des choix. Laisser un minimum d'autonomie à l'intérieur d'un cadre imposé pour installer et solidifier des routines. Dans tout ce qui concerne l'apprentissage de compétences, ça vaut le coup de faire de la parentalité positive. Ouais, parce qu'en fait, le fait d'imposer, ça ne va pas permettre au gamin d'apprendre qu'est-ce qui est judicieux ou non de faire. Il va surtout apprendre que, ok, je risque de m'en prendre une, donc j'adopte tel comportement. Mais il ne va pas apprendre à, ok, en fait, ce comportement, il est pertinent dans cette situation, donc je le fais. Ce comportement n'est pas pertinent dans telle autre situation, donc je ne le fais pas. Quand on est en parentalité positive, il y a cette possibilité pour l'enfant de comprendre qu'est-ce qui se passe et dans quelle situation je peux me comporter de telle ou telle manière. Par contre, quand on est dans l'autoritarisme, la seule chose qu'il apprend, c'est « Ok, je dois faire gaffe pour ne pas m'en prendre une et je vais me tenir à carreau ». Ce qui fait que, étant adulte, ça fait des adultes qui peuvent manquer d'initiative et qui vont toujours être soumis face à une autorité, même si cette autorité est abusive. Donc voilà, dans des cas de crise, quand l'adolescent fait sa crise ou alors quand il y a eu des traumas, c'est mieux de faire de la parentalité positive pour éviter l'humiliation, éviter l'isolement, voilà, éviter que la crise s'intensifie et se perpétue dans le futur. Ça vaut le coup d'être positif, de faire de la bienveillance pour prendre soin des émotions, prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur. Et une fois que le gamin il se sent mieux à l'intérieur, à ce moment-là, on peut reparler du cadre, des règles et de comment faire en sorte que ces règles-là soient appliquées.
Donc voilà, on a vu globalement qu'est-ce qu'il y avait de positif et de négatif dans chacune des deux philosophies. Donc j'espère que ça vous aidera à choisir des ingrédients, pas choisir un camp, mais choisir quels ingrédients sont le mieux pour votre situation et dans quel cas de figure utiliser la discipline et dans quel cas de figure utiliser la bienveillance. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.